Allez, on est parti pour un podcast très très spécial ici au French Throwdown à Montpellier 2025, épisode 347 du podcast Upside Strength. Merci à Incept d'avoir rendu cette collaboration possible et merci également à All Uni Nutrition de sponsoriser ce podcast. Tu peux utiliser le code Upside pour avoir 10% de rabais sur ta prochaine commande et reste bien jusqu'à la fin du podcast pour en savoir plus sur pourquoi on a décidé de travailler avec All You Need. Mais aujourd'hui, donc, on est en très bonne compagnie. Je suis à côté de ma meilleure moitié. Lynn, comment tu vas? Quoi? Ça va bien, je te remercie. Pour pas que j'oublie de te passer le micro, sinon ça va pas fonctionner. Et on a un invité très très spécial aujourd'hui, Hugo de In Nuts We Trust. Comment tu vas, Hugo? Je vais très bien, super, merci. C'est un plaisir de te recevoir sur le podcast dans un contexte très très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur toi et qu'est-ce que tu fais au quotidien? Bien sûr. Alors moi, je suis Hugo Charpentier, je suis cofondateur de l'application Scannuts, donc avec Benjamin Boirin. Scannuts, c'est un comparateur de compléments alimentaires sportifs. Donc l'idée, en fait, c'est que dans votre poche, vous avez une appli qui vous permet de choisir les meilleurs compléments du marché, tenant compte de 4 critères: la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Voilà. Donc, il suffit de la télécharger, elle est disponible sur l'App Store et Google Play, elle est totalement gratuite. Super, merci pour ce petit background. Aujourd'hui, on va parler de l'application ScanNuts pour essayer de faire en sorte qu'un maximum de monde puisse en bénéficier. Mais avant ça, on voulait parler un petit peu de toi et de ton passé. Chérie, je te laisse poser la première question. Je pense qu'on ne peut pas oublier Ben non plus. Donc, si tu peux expliquer ton histoire un petit peu, ton background et aussi le background de Ben aussi. Bien sûr. Alors Ben, lui, de formation, il est ingénieur agronome. Il a fait une partie de ses études à Montpellier et c'est à Montpellier qu'on s'est rencontrés dans une des premières box de CrossFit, ça s'appelait Le Cube. Et on a tout de suite accroché parce que moi, à l'époque, j'écrivais, en fait, je faisais des petits billets sur la nutrition sportive. En gros, sur comment étaient perçus les gens qui mangeaient des graines et qui prenaient de la prot par la société civile. Et là, donc, c'était un petit peu amusant. Et Ben, en fait, quand il a vu ça, il a dit bah, c'est trop cool, on pourrait aller un peu plus loin en essayant de donner des clés de lecture aux consommateurs pour essayer finalement de mieux choisir ses produits en étant plus conscient en tout cas de l'acte d'achat. Et c'est comme ça en fait qu'est née l'idée de s'associer et de créer le site In Nuts We Trust, qui a donné naissance assez récemment, donc c'était fin 2024, à l'application ScanNuts, qui permet aujourd'hui effectivement d'avoir un outil clé en main pour mieux choisir. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer le In Nuts We Trust? Pas juste les complémentaires, par exemple, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça aussi. Alors l'idée, elle est assez simple, c'est on parle souvent sur notre site de super conscience. Donc la super conscience, en fait, c'est de comprendre que l'acte d'achat a un impact en fait sur notre environnement. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que quand vous allez acheter un produit, vous allez acheter aussi le menu qui va avec. C'est-à-dire qu'un produit, avant qu'il arrive dans votre assiette, il y a eu des matières premières qui ont été récoltées, qui ont été ensuite transportées pour être transformées, pour être emballées, etc., pour justement confectionner le produit final. Et l'idée avec une Nuts We Trust, c'est de donner justement ces informations et ces clés de lecture aux consommateurs pour que chez eux, en tout cas, ça déclenche un achat responsable. Après, ils ont leur libre arbitre, ils font ce qu'ils veulent, mais au moins, l'idée, c'est de savoir comment ce produit a été confectionné pour justement essayer de mieux choisir et donc de préserver à la fois sa santé et l'environnement. Et pour toi, comment ça a commencé cette idée de penser à ce qui se passe derrière, justement? D'où vient cette envie de vouloir apporter ça au grand public? En ce qui me concerne, elle est un peu personnelle, hein. Moi, je suis issu de la campagne, tout département de la Corrèze. Donc, j'ai toujours essayé de manger en fonction des saisons, au rythme des saisons, et essayer en tout cas de privilégier les circuits courts et le local. Donc, dans la logique des choses, je voulais essayer de continuer à faire ça, même en habitant maintenant une autre lieu qui est une plus grande ville.
Et après, je constatais aussi que sur les compléments alimentaires, il y avait quand même un paradoxe, c'est-à-dire que à la base, c'est quand même fait pour améliorer ses performances, améliorer aussi sa santé, etc. Mais pour autant, c'est quand même des compléments qui vont avoir un peu de, comment dire, de difficulté à comprendre comment ils sont fabriqués, d'où ils viennent et si réellement ils sont bénéfiques pour la santé. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire prendre conscience aux gens en fait qu'un complément, c'est pas parce que en fait il a une étiquette un petit peu Berthe et qu'il y a un message marketing qui dit c'est super pour la santé que finalement en réalité ça l'est. Voilà. Donc l'idée c'était ça. Et Ben, lui, il a permis en fait d'apporter la dernière pierre à l'édifice, c'est-à-dire le lien entre finalement le volet agro-environnemental qui permet justement d'avoir une vision systémique pour que le consommateur puisse s'y retrouver. Voilà. Et notre boulot, nous, c'est vulgariser ça. Donc, tu as parlé de manger local et en saison. Pourquoi c'est important? Alors c'est important parce que si à partir du moment où les consommateurs, nous tous, on fait le choix de consommer en circuit court, donc c'est-à-dire ce qui provient à peu près de chez nous, en tout cas on va dire un minimum français, et ce qui est cultivé ou élevé de manière en fonction des saisons, déjà c'est un grand pas en avant pour l'environnement parce qu'on évite d'importer des matières premières et des produits qui viennent de l'autre bout du monde et qui peuvent avoir des effets en fait néfastes pour l'environnement. Donc en fait, le consommer local et le consommer de saison, par rapport au bilan carbone, c'est déjà une première étape. Et après aussi, ce qui est intéressant, c'est de consommer des aliments bruts. Voilà, si vous consommez de la viande, c'est la viande de chez son boucher ou de son artisan ou de son éleveur que vous connaissez. Et c'est pas quelque chose qui va être transformé nécessairement. Voilà. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir des aliments le moins transformés possible, locaux et de saison, c'est-à-dire de respecter la saisonnalité, donc les saisons, vraiment le rythme des saisons, que ce soit des produits laitiers, que ce soit de la viande, des champignons, des légumes, des fruits, etc. Ouais, parce qu'il y a le côté, comme tu l'as dit, le côté environnemental et tout ce qu'il y a derrière les produits qu'on consomme et toute l'énergie que ça prend pour être créé. Et forcément, moins c'est transformé et moins ça demande d'énergie en général pour être disponible. Et il y a aussi, et Lynn en sait quelque chose, il y a tout le côté qualité de la nutrition que l'on va retrouver via la saisonnalité et via l'aspect local aussi. Tu peux nous en dire un petit peu là-dessus, chérie? Je vais essayer, mais aussi la qualité de la terre qui donne le micronutriments aussi et les vitamines. Et c'est tellement important. Maintenant, on est disconnecté avec la nature. On a disconnecté les animaux avec la terre aussi. Et c'est vraiment, pour moi, un problème dans l'agriculture. Donc, pour moi, c'est important d'avoir une consommation globale, durable, mais aussi de trouver une ferme où on peut voir qu'elle travaille sur la terre dans une bonne manière. Et c'est en fait la vie dans la terre qui donne les nutriments et micronutriments dans notre alimentation. Donc, si on achète quelque chose en Espagne et on vit en France, on perd beaucoup de nutriments dans notre alimentation aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, je suis tout à fait d'accord. Là, on parle aussi donc, de durabilité des produits. Donc la durabilité des produits, au-delà, sur la complémentation alimentaire, c'est aussi de savoir donc, le sourcing des matières premières, d'où elles viennent, comment elles ont été craintées, récoltées, etc. C'est aussi l'éco-emballage, comment l'emballage du produit, l'enveloppe du produit, elle a été confectionnée et comment le produit en lui-même a été aussi confectionné avant d'être packagé pour être acheminé et fait à consommer. C'est ça en fait la durabilité du produit. Et donc le but du jeu, c'est d'avoir en fait une vision sur comment c'est fait, d'où ça vient, comment ça a été transformé et qu'est-ce que je mange aujourd'hui. Si vous prenez là l'exemple du salon, j'ai fait un peu le tour, il y a juste une marque qui est en capacité de vous dire ça aujourd'hui, c'est Lucky Pure qui est là-bas. Voilà, parce que eux, ils ont un sourcing qui est efficace, ils savent d'où viennent leurs matières premières. Mais après, vous prenez d'autres marques telles que Barbels, etc., ou Fitaid, vous allez leur poser la question d'où vient la matière première de ce produit. Je vous mets ma main à côté, ils ne savent pas. Et dans tout ça, je pense qu'il y a un concept qui m'a beaucoup aidé à comprendre, c'est le fait de
d'internaliser ou d'externaliser les coûts qui sont associés avec un certain produit. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu vas acheter chez ton marchand local, par exemple, ou ton boucher, tu internalises la majorité des coûts qui sont associés avec cette chose-là. Mais comme tu l'as dit, si on achète quelque chose qui vient de très très loin et qui n'est pas en saison, on va externaliser les coûts. C'est peut-être la nature et d'autres choses qui vont payer en fait le prix du fait que c'est pas local. Et donc, si on veut avoir une approche consciente justement de l'environnement et durable surtout, on doit chercher des moyens à internaliser au maximum les coûts associés aux produits qu'on achète pour que, encore une fois, on ait des répercussions globales les plus faibles possibles. Exactement. Et en plus de ça, en France, il y a pas mal de marques qui font des choses correctement, de manière vertueuse. Une marque qui n'est pas présente ici, mais c'est par exemple Protéac. Voilà, vous avez de la whey qui vient des alpages français, des Alpes, qui est limite transparente sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, c'est-à-dire de la matière première jusqu'à ce que la whey soit est packagée pour qu'elle soit consommée. Vous savez d'où elle vient. Voilà, donc c'est-à-dire que vous êtes pas obligé en fait d'acheter des marques étrangères, etc. Vous pouvez acheter en fait français, faire marcher l'économie française, rémunérer donc du coup indirectement des producteurs de lait français, avec tous les intermédiaires qui sont aussi français pour valoriser en fait une marque française. On est au Strodome, c'est dans le titre. Vous pouvez exactement faire pareil avec votre acte d'achat et la consommation. Est-ce que tu peux expliquer le greenwashing ou, je dis éco-blanchissement, mais ça dévient de tout en fait. Donc, est-ce que tu peux expliquer le greenwashing et pourquoi c'est important de connaître c'est quoi en fait? Le greenwashing, c'est un mot, hein, c'est un concept qui permet, entre guillemets, on dit en français, de verdir en fait une marque. C'est-à-dire que si une marque, on va dire, elle n'a pas une démarche forcément vertueuse, dans son marketing, elle va mettre en place différentes actions qui vont permettre un peu de verdiser, je ne sais pas si ça se dit en français en tout cas, sa conception en fait de marque. Par exemple, voilà, du jour au lendemain, c'est une marque qui va dire, bon voilà, ici on sait que la matière première, elle vient de tel pays, c'est de la transparence qu'on a et qu'on n'avait pas avant. Vous voyez, on ne vous ment pas, on sait d'où ça vient. Ça veut dire que c'est un bon produit au final. Voilà. Ça, c'est un exemple, par exemple, de greenwashing. Mais c'est pas parce que tu vas savoir combien vient de la matière première que d'un coup, en fait, ton produit va se retrouver le top du top. Et d'un coup, ton produit va être vertueux. Ça marche pas comme ça. En fait, ça marche que pour qu'un produit soit durable, il faut que la marque ait mis en place tout un process du champ jusqu'à l'assiette. Si ce process il n'est pas mis en place, s'il n'y a pas une vraie méthodologie avec un vrai process interne à l'entreprise, en fait, c'est du bullshit, comme on dit. Voilà. Donc, et donc, le greenwashing, c'est juste faire des petites actions comme ça. Mais en termes d'ordre de grandeur, c'est ridicule, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et après, en général, c'est du packaging en disant, voilà, j'ai dessiné un arbre dessus avec une feuille verte et c'est bon, c'est durable. En gros, il faut faire, faut pas juste dire. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et si tu dis juste que tu fais les choses bien, ça veut pas dire nécessairement que tu vraiment fais les choses derrière. Et ça te dédouane pas ensuite de devoir faire les choses comme il faut derrière. Ouais, puis il y a aussi les ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'une marque, elle peut faire quelque chose de bien. Et c'est très bien, en fait, parce que c'est déjà une progression. Mais après, il faut aussi avoir du recul par rapport à ça. C'est-à-dire que cette petite action qu'elle va avoir mis en place, dans l'ensemble, en fait, de ces process, c'est quoi, en fait, sa place. Donc, c'est là où l'ordre de grandeur a une place importante. Et peut-être que, en fait, en basine pour que c'est même pas 1% en fait, de tous les process. Quand tu as 1% versus 99% des choses qui sont pas très bien faites, voilà, vous avez la réponse. Pour toi, c'est quoi les plus gros leviers justement dans la chaîne complète de, comme tu l'as dit, de la terre à l'assiette, qui vont avoir le plus gros impact à ce niveau-là? Pour nous, c'est le sourcing des matières premières, donc c'est-à-dire les sources d'approvisionnement. Si déjà elles sont françaises pour la plupart, et pour certains produits, donc des compléments alimentaires à base de whey, c'est ultra facile parce que c'est du lait. Venez une terre en France, on est un pays agricole, on a des producteurs de lait, il n'y a aucun problème avec ça. Ça voudrait dire que en fait, toutes les marques, enfin en tout cas les marques françaises qui veulent s'engager dans ce processus peuvent faire en sorte de vendre du lait français avec de la matière première sourcée, avec une traçabilité complète sur toute la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est possible de faire. Et ça, c'est tout le gros levier. Pourquoi ? Parce que
si on utilise en fait des matières premières françaises, bah, finalement, on ne va pas les chercher à l'autre bout du monde. Donc, on a des transports et des capacités, enfin des bilans carbone qui sont beaucoup moins importants. Et donc, c'est ce qui, en termes d'ordre de grandeur, c'est ce qui pèse le plus dans la balance en fait, sur la confection d'un produit. Donc ça, c'est vraiment le premier point, un des points le plus important. Euh, j'ai envie de discuter un petit peu de les différences entre les choses biologiques et pas biologiques. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir quelque chose qui est biologique, par exemple, les fermes qui sont biologiques, qui mettent leurs produits dans le plastique et tout ça? Alors ouais, faut faire la différence entre le bio et le conventionnel. Tu peux avoir du conventionnel euh, au non bio, qui peut être aussi bien en fait que le bio qui vient de l'autre bout du monde. Pourquoi? Parce que si tu connais un petit producteur qui vit à 550 km de chez toi, qui fait des fraises, mais qui n'est pas déclaré en agriculture bio, mais tu sais à peu près comment il cultive ses fraises, bah, ça sera toujours mieux de consommer ces fraises plutôt que d'acheter des fraises qui viennent d'un pays voisin, tu vois, qui sont certes certifiées bio, mais qui sont dans des barquettes en plastique, etc. Tu vois. Donc il faut faire attention entre le bio international, le bio français et aussi le conventionnel. Tu peux, moi par exemple, j'achète mes œufs, tu vois, c'est sur un fermier du coin et c'est pas du tout du bio. Il n'y a aucun problème avec ça en fait. Mais peut-être il y a loin des choses chimiques dedans. C'est pas nécessaire d'avoir le label bio, juste être un bon produit. C'est ça? Bah, le label bio, dans tous les cas, ça sera toujours plus intéressant d'un point de vue environnemental parce qu'il y a quand même un cahier des charges. Donc, si tu veux, par rapport à ce cahier des charges, on s'assure qu'il y ait moins de pesticides, moins de certaines substances qui sont utilisées. Donc ça sera toujours mieux. Mais pour autant, il ne faut pas de raisonner sur le j'achète forcément tout bio. Il faut, quand je disais tout à l'heure, en fait, sur la durabilité d'un produit et consommer en fonction des saisons, du rythme des saisons, bah, ça peut être voilà, aller faire sur le marché, consommer des produits frais et de saison. Ça peut être des producteurs qui ne sont pas forcément la certification biologique. C'est écouter avec ça. Il y a pas de culpabilité à avoir avec ça. Après. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, comment vous aidez les gens à développer leur superconscience? Alors, la super conscience, c'est un concept en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du recul pour essayer de comprendre que quand on achète un produit, on achète un produit qui va avec. Et nous, on aide comment les gens? Ben, on aide par les réseaux sociaux. En fait, on diffuse des messages en fait, pour aider les gens à mieux choisir, mieux comprendre certains concepts, etc. On a notre site web sur lequel on publie régulièrement des articles. Et on a surtout notre base de données qui s'appelle ScanNats et qui est aujourd'hui propulsée par un outil qui est l'application en elle-même et qui permet en fait aux personnes de mieux choisir. Et en fait, on fait le boulot pour eux. C'est-à-dire que pour voir que quand on achète un pleuvier, on achète le monde qui va avec, bah, c'est finalement l'application ScanNet qui te dit. Tu vas scanner un produit, ça va te donner une fiche produit et ça va te dire si, voilà, sur le volet sanitaire, sur le volet environnemental, sur le volet éthique, sur le volet nutritionnel, si ce produit est bien ou pas. Et s'il n'est pas bien, ça va te donner les brevets similaires. Et si tu n'as pas envie d'acheter cette marque, ça va vous donner les marques similaires, etc. etc. Donc, dans tous les cas, tu auras une réponse à ce que tu cherches dans notre outil. Donc, Scannet, c'est bien plus qu'un simple comparateur. Quelle est la différence entre Yuka, par exemple, et les autres comparateurs, on peut dire? Alors, Yuka, ils font tous les produits. Nous, on se cantonne à faire les compléments alimentaires. Et nous, notre objectif, en fait, c'est d'avoir la base de données nationale française de référence sur les compléments alimentaires. Donc, en plus de ça, nous, on s'intéresse à l'ensemble de la chaîne de valeur des produits. Donc, encore une fois, je le dis, c'est-à-dire du champ jusqu'à l'assiette, ce que ne fait pas forcément Yuka. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une entrée purement nutritionnelle. Alors, aujourd'hui, il y a aussi les Go-Score qui est mis en avant avec le bilan carbone, etc. Mais ça va pas aussi loin que nous. En plus de ça, nous, on a une méthodologie qui est ouverte. C'est-à-dire que n'importe qui, et d'ailleurs d'autres qui ont déjà fait, peuvent capitaliser sur notre méthodologie pour essayer de proposer d'autres choses. Et nous, en plus, on décorrèle l'aspect nutritieux de l'aspect sanitaire. C'est-à-dire que on a un onglet sanitaire, on a un onglet nutritionnel. Parce que ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la nutrition, c'est politique.
C'est-à-dire que derrière, il y a un cahier des charges. Aujourd'hui, on va avoir tel taux de teneur en sucre dans tel produit. Et ça, c'est des règles françaises, européennes ou internationales qui régissent le truc. Je dis n'importe quoi, si aujourd'hui c'est 2 grammes pour 100 grammes, et ben demain ça va pouvoir être 2,5 grammes pour 100 grammes. Mais ça reste de l'aspect nutritionnel. Est-ce qu'à un instant T, ce produit est conforme au cahier des charges nutritionnel, national ou international? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas forcément, qu'il ne comporte pas en tout cas d'éléments dangereux ou nocifs pour la santé. C'est pour ça que je décorrèle la santé de l'aspect nutritionnel. Et donc, voilà, on va pouvoir avoir des substances qui vont favoriser, par exemple, le diabète, qui vont favoriser la prise de poids, etc., etc. Et ça va être en fait dans les volets sanitaires. C'est pour ça qu'on décorrèle les deux, pour que les gens comprennent qu'un produit peut respecter un cahier des charges, mais pour autant peut avoir des red flags, si tu veux, d'un point de vue santé. Je pense que c'est super intéressant que vous fassiez ça parce que, comme tu l'as dit, les deux, souvent on les met ensemble en fait, mais c'est intéressant de comprendre qu'il n'y a pas les mêmes motivations derrière les deux et que en faisant cette séparation, tu arrives à avoir en fait une vue un petit peu plus large et un petit peu plus claire du produit de ce point de vue-là. Et donc, pour continuer dans cette veine, donc tu nous as parlé de l'aspect santé, l'aspect nutrition. Tu peux nous parler un petit peu justement de ces 4 facteurs, ces 4 axes d'analyse: santé, environnement, éthique et nutrition. Comment est-ce qu'ils ont émergé? Est-ce que vous les aviez déjà en tête quand vous avez commencé votre travail? Alors, quand on a commencé le travail de méthodologie, on les avait déjà en tête parce que c'est les critères qui correspondent à toute la transparence sur la traçabilité du produit. À partir du moment où je vais choisir ma matière première, je vais la cultiver, et ben ensuite je vais devoir l'extraire, puis je vais devoir l'acheminer à une usine de transformation. Et entre-temps, des gens auront travaillé pour extraire cette matière première, pour la transformer, etc., pour l'acheminer aussi. Je vais devoir aussi réfléchir à comment je vais façonner mon produit, donc il corresponde à certaines normes en termes de nutrition, etc. Puis je vais le mettre en package, dans l'emballage, etc., avant de le vendre, avant de le transporter une nouvelle fois pour que ça arrive juste dans mon assiette. Pour faire ça, on est obligé de s'intéresser à ce qu'on dit toute la chaîne de valeur. Et donc, du coup, on est obligé de s'intéresser à l'ensemble de ces critères. C'est pour ça qu'une application comme ImCag, il y a un trou dans la raquette, dans le sens où c'est une bonne application, mais qui te donne juste une vue au niveau nutritionnel. Après, elle te dit pas si c'est bien, si c'est pas bien. Enfin, si, elle te dit si c'est bien ou c'est pas bien, mais elle te dit pas pourquoi. Elle te dit pas qu'est-ce qu'il y a en fait derrière. Tu vois, elle t'aide pas à mieux comprendre pour mieux choisir. C'est en fait, nous, on veut ça. On veut aller dans cette optique-là parce que quand on est sportif, on essaye de s'intéresser à sa santé, on essaye d'optimiser sa santé. Et pour nous, c'est la bonne clé d'entrée. Tu sais, les lettres qui sont sur chaque produit en France, le A, B, C, D, E, c'est-à-dire quoi? En gros, c'était A, c'est bien, et plus tu descends, quoi. Tu es d'accord avec ça? Parce que quand je regarde beaucoup de produits, ça dit A ou B, mais c'est pas exactement une bonne chose à manger. Et c'est exactement ce que je disais juste avant avec la question, c'est la différence entre le A, le B, le C, ça va correspondre à un cahier des charges nutritionnel. Donc, ce produit il va être bien nutritionnellement parlant. Il y a trop de sucre, il n'y en a pas assez, il y a trop de sel, etc. Mais il n'y a pas le volet sanitaire derrière, il n'y a pas la santé derrière. Donc, c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire que tu peux avoir un produit A, pour autant, tu vas pouvoir aussi avoir des substances un peu controversées qui font que si tu en manges très régulièrement, etc., tu vas pouvoir favoriser certains types de maladies, cardiovasculaires, par exemple. Et ça, c'est problématique dans le sens où on nous vend cette échelle qui est très très simple et visuellement qui est très parlante aussi, mais qui peut décourager les gens à manger certains aliments qui vont être des aliments entiers, qui vont être des aliments qui peuvent être très bons pour la santé s'ils sont consommés forcément de manière équilibrée dans l'approche globale, mais jusqu'au niveau du cahier des charges, comme tu l'as bien dit, ça ne rentre pas dans les cases, mais ça, on nous en informe pas non plus. Hein. On ne nous dit pas qu'il y a justement cette échelle et qu'est-ce qu'elle veut dire, parce que c'est tellement simple d'associer, de se dire si c'est un A, c'est bon pour ma santé, si c'est un D, c'est pas bon pour ma santé, alors que c'est pas ce qu'elle veut dire, cette échelle. C'est un peu plus complexe que ça, oui, effectivement. Et en plus de ça, si on prend l'équilibre alimentaire, c'est intéressant de le prendre sur une semaine. C'est sûr que si tu prends une boîte de pâté, c'est gras, etc.,
c'est pas bon pour la santé, par dire ça va être C ou D, je sais pas sur Lucas. Mais si tu l'intègres sur l'ensemble de ta semaine et si sur ta semaine tu as mangé équilibré, finalement ta boîte de pâté c'est ok. Tu vois. Après, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que les compléments alimentaires, il faut que ce soit consommé dans le cadre d'une complémentation alimentaire, donc en plus de ton alimentation. Donc ça veut dire qu'à la base, ton alimentation, elle doit être bien, elle doit être optimisée, équilibrée, etc. Et qu'en plus de ça, si tu as des objectifs de recherche de performance, de prise de masse, etc., tu vas pouvoir aller te complémenter et récupérer, etc. Mais ça vient en surplus. Et aussi, c'est des produits qui doivent être consommés avec modération, normalement. Mais tu prends un événement comme ça, c'est pas du tout le cas, en fait. Personne consomme des compléments alimentaires avec modération. Donc, au final, même s'il y a des substances controversées dedans, etc., c'est des choses que les gens consomment quotidiennement ou de manière à minima hebdomadaire. Et donc, finalement, il y a des conséquences après sur le moyen long terme. C'est intéressant ce que tu dis là sur l'aspect global, comme tu as dit, l'équilibre nutritionnel sur la semaine, parce que je vois le même problème au niveau de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à optimiser la répétition ou l'exercice ou la séance d'entraînement, mais on a de la peine à garder la vision d'ensemble en fait. Alors que là où tu fais vraiment la différence, c'est sur l'ensemble. C'est pas juste sur les détails d'un seul élément. Parce que comme tu dis, si c'est pris dans le contexte, ça peut être très très bien fait dans la globalité. Mais si tu isoles juste un élément, en fait, c'est le prisme par lequel tu regardes en fait un seul élément de ton alimentation, tout comme le prisme par lequel tu regardes un exercice de ton entraînement, c'est pas suffisant pour dire si c'est bon ou si c'est pas bon dans la globalité. Ouais, c'est exactement ça. Il y a un parallèle entre l'entraînement et la nutrition, et effectivement, c'est exactement ça. Pour revenir aux 4 éléments qu'on a cités avant, santé, environnement, éthique et nutrition, est-ce que tu peux nous dire comment vous analysez ces différentes composantes dans les produits que vous avez sur la plateforme? Ouais. Alors, déjà, on a une méthodologie qui est complète et qui est disponible sur notre site web, qui est ouverte. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tous les critères sont disponibles sur notre site web, que tout le monde peut aller les consulter. Et ces critères-là, ensuite, ils tiennent compte d'une bibliographie scientifique. Bon, pour chaque critère, pour les 4 critères, on va avoir des sous-critères en label. Par exemple, pour le côté environnemental, tu vas avoir la bioaccumulation, c'est-à-dire la capacité à s'attendre sur le temps à rester dans les tissus vivants, etc. Pour le volet éthique, tu vas avoir si il y a du travail de femmes et d'enfants, si il y a des compensions agricoles, etc. Sur l'aspect nutritionnel, tu vas avoir tout un tas aussi de la qualité des protéines, les acides gras, etc. Et sur l'aspect sanitaire, tu vas avoir aussi tout un tas de sous-critères comme la reprotoxicité, comme le cholestérol, le diabète, etc. etc. Et tout ça, c'est disponible en fait sur notre site web. Et tout ça, ça tient compte donc de la littérature scientifique. Donc, c'est-à-dire qu'on prend en compte toutes les études qui sont faites. Alors, ça s'est pas fait en un jour. Hein. L'application, elle est sortie en 2024. On a travaillé des années dessus. Et c'est une méthodologie qui évolue. C'est-à-dire que, comme je le disais, les réglementations évoluent. Donc, on est obligé aussi de faire évoluer notre méthodologie. Et donc, du coup, par rapport à ces 4 critères, à ces sous-critères, ensuite, on applique des pondérations. Donc, des pondérations qui vont permettre de calculer un score final pour donner justement ce que le taux de couleur vous connaissez, donc la noisette d'or, par exemple, de mousse ou la médaille en chocolat. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que c'est fait. Donc, forcément, vous avez passé énormément de grandes marques au peigne fin avec l'application, sans nécessairement citer de nom, parce que ce n'est pas l'objectif ici. Qu'est-ce qui revient souvent dans les produits problématiques que vous avez analysés? Ce qui revient souvent dans les problématiques, c'est qu'on a des marques qui proposent des compléments alimentaires avec des matières premières. On n'a aucune traçabilité, c'est-à-dire que ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça a été fait. Et finalement, in fine, on ne sait pas ce qu'on mange. C'est ça, en fait, le plus gros problème. Donc, pour bien choisir un complément alimentaire, l'idée de base, c'est de se diriger vers des marques qui savent où elles se fournissent. Et auprès de qui, et ensuite comment sont transformées les matières premières pour arriver à la confection de l'aliment final. Et est-ce que vous avez une ligne de communication ouverte justement avec les marques vis-à-vis de ça? Est-ce que
Il y a des gens qui vous répondent quand vous posez des questions? Est-ce que vous devez faire tout le travail vous-même? Maintenant, on a un consortium des marques. Aujourd'hui, on a à peu près presque une quinzaine de marques qui travaillent avec nous, qui sont affiliées avec nous. Il n'y a aucun problème avec. C'est-à-dire qu'une marque, même si elle a des produits qui sont noisettes, la darkness ou noisette de Longs dans notre application, ça veut juste dire qu'elle peut s'améliorer en fait. Donc l'idée, c'est que tout le monde s'améliore pour que on soit dans la mouvance actuelle où le consommateur puisse s'y retrouver. C'est-à-dire, les compléments alimentaires, c'est des choses qui ça coûte quand même très cher. Et ben, le principe de base, c'est de savoir à minima ce qu'on mange en fait et si c'est réellement bénéfique pour notre santé. Donc, nous, ce qu'on indique le marque, c'est de s'engager dans une démarche, d'une démarche vertueuse. Mais en France, il y a plein de marques qui le font déjà. Donc, c'est souvent les marques internationales qui traînent un peu. On a parlé beaucoup des compliments alimentaires, désolé. Vous mettez les produits aussi sur le ScanNet. C'est pas juste les complémentaires, c'est ça? Par exemple, le cacahuète, le beurre de cacahuète, c'est les autres choses. Sur Scanet, on traite de la complémentation alimentaire et diététique au sens large. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas pouvoir trouver des steaks végétaux, certains yaourts protéinés, certaines graines, des pâtes à tartiner, etc. Mais ça reste quand même dans une approche de complémentation alimentaire et une diététique. Donc c'est ce qu'on traite. Mais par contre, tu vas pas trouver de gâteaux, des granolas, ça y sera pas. C'est pas notre objectif. Donc, si on veut essayer de trouver un produit qui va être à la fois bon pour notre santé et pour la planète, d'après toi, c'est quoi les 2-3 critères les plus importants à observer quand on va faire notre choix? Alors, si tu utilises notre application, ça sera assez facile parce qu'il suffira de rechercher le produit qui est le mieux scoré. Si tu es dans un magasin, le mieux, en fait, c'est que tu regardes la liste des ingrédients du produit et si tu vois si les ingrédients rallongent, tu t'arrêtes. Donc, par exemple, une barre, on va prendre l'exemple de la barre. Ok. Ici, au salon, il n'y a que Instant, vous retrouvez en fait des barres protéinées qui sont correctes. Tout le reste, ça va pas. Et donc, tu as dit le plus simple, c'est de regarder le nombre d'aliments qui composent le produit. Ouais, plus la liste des ingrédients sera longue, plus ça sera pas forcément problématique, mais ça voudra dire que il y a beaucoup de matières premières qui ont été utilisées pour le confectionner, donc c'est un produit quand même qui sera relativement assez transformé. Et donc, plus c'est un produit transformé, plus il y a d'aliments pour c'est potentiellement problématique. Sachant que dans la liste des ingrédients, c'est toujours par pendre de... Le premier ingrédient, c'est celui qui va être en grande quantité dans l'aliment. Donc, si vous voyez par exemple un aliment où le premier c'est sucre, ou sirop de glucose, etc., donc là, tu es sûr que ça va pas. Tu as dit que vous basez votre méthodologie sur la littérature scientifique qui est disponible aujourd'hui et que c'est un processus évolutif. Donc, au fur et à mesure que de nouvelles études paraissent, vous les prenez en compte si forcément elles sont pertinentes dans votre méthodologie. Comment vous parez au fait que beaucoup d'études qui sont faites dans le domaine de la santé ou de la nutrition vont être d'une manière ou d'une autre subventionnées par des entités qui ont un gain potentiel là-dessus? Et on sait aussi que la majorité des études qui sont menées ne sont pas publiées parce qu'elles ne montrent pas les résultats qu'on aurait voulu voir. Donc comment vous faites la part des choses avec la littérature scientifique qu'on a aujourd'hui qui est de facto incomplète et la réalité du terrain et ce qui serait vraiment, entre guillemets, bon pour nous sur le long terme? Ouais, c'est une bonne question. En fait, alors déjà, il y a la littérature scientifique, elle est incomplète, ça dépend sur quoi. Elle va être incomplète sur l'ashwagandha, sur le tribulus ou les choses comme ça, au CBD. Sur la créatine, elle n'est pas du tout incomplète. Il y a des décennies de recherche dessus et c'est un des compléments les plus étudiés. Donc là, pour ça, il y a pas de problème. Ensuite, on ne prend pas, nous, les études qui nous conviennent. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'on appelle des méta-analyses. Et donc les méta-analyses, c'est quoi? C'est un agrégat de toutes les études qui sont faites sur un seul et même sujet, peu importe que ce soit des études connues pour subventionner ou pas. Et ensuite, il y a des moyennes pondérées qui se dégagent. Et c'est ça, en fait, qui donne le résultat final. Donc nous, on essaye justement de prendre en compte toutes ces études-là pour être sûr d'être dans le plus juste possible par rapport à ça, enfin, par rapport à la réalité scientifique.
dans tous les cas, et comme je le disais au début, la littérature scientifique, c'est comme la réglementation, ça évolue. Donc de toute manière, on met à jour cette réalité scientifique-là. Donc c'est comme ça en fait que notre approche, elle est comme ça. Il y a des produits qui étaient en bronze qui se sont trouvés en argent en fait du jour au lendemain, et vice versa en fait. C'est-à-dire que notre méthodologie, elle est évolutive du fil de l'eau, en fonction des réglementations, en fonction de la littérature scientifique, etc. Et ensuite, il faut aussi savoir ce que c'est une étude. Une étude, c'est quelque chose qui va être publié par des scientifiques qui sont soumis à des comités de lecture avec une validation par les pairs. C'est pas un article qui a été fait par Le Parisien et qui est balancé comme ça. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir être un vrai scientifique pour publier une étude, pour qu'elle soit validée et pour que ça rentre dans les carcans, justement, littérature scientifique sur tel et tel sujet. Voilà notre approche. Depuis que vous avez lancé l'application, c'est quoi les choses qui sont peut-être ressorties de par les retours utilisateurs ou simplement votre processus évolutif qui vous a surpris le plus ou que vous attendiez peut-être pas au départ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des marques qui sont très scannelles. Donc, le super, hein, il y a NutriPure et Nutrimuscle, c'est celles qui sont vraiment au top. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils veulent savoir en fait ce qui se cache derrière les produits. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, il y a deux produits phares. C'est vraiment tout ce qui est à base de protéines de lactosérum, ou tout ce qui est whey, etc. Et tout ce qui va être créatine. Ça, c'est vraiment les deux produits phares qui ressortent en fait dans l'application. L'application, c'est des fluides qui sont vraiment beaucoup testés. Et la whey plus particulièrement, parce que même si c'est par exemple le Licrimur ou l'Icrimuscle qui arrive en tête, toute marque confondue, les whey, c'est vraiment le supplément alimentaire qui est presque commun à toutes les marques qui sont dans notre base de données. On a quand même plus de 176 marques qui de référencer, ce qui représente à peu près 1900 produits. Et c'est ce qui ressort tout le temps en top le code des recherches. Est-ce que c'est justifié à ton avis? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'à ton avis, la whey, la créatine, c'est les compléments qui sont les plus intéressants dans une complémentation, comme tu l'as dit avant, en plus d'une alimentation équilibrée d'abord? Ouais, alors c'est justifié. Il y a fait aussi un peu, comment dire, le conscient collectif, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que pour enlever la complément, c'est faut prendre du muscle, etc. Donc c'est normal qu'on se retrouve avec des compléments de type whey. Donc moi, ça me choque pas qu'elles arrivent en tête. La créatine, tout, parce que bon, la créatine, c'est un peu particulier parce que c'est un des compléments qui est plus étudié et qui a eu une forte connotation négative jusqu'à récemment, parce que ce qui est assimilé à du dopage, etc. Mais voilà, après, moi, c'est deux produits que je prends, que je consomme aussi en temps personnellement. Donc, ouais, c'est derrière du temps. Pour moi, ça ne choque pas. Merci. Maintenant, est-ce que tu peux expliquer comment le ScanNuts fonctionne en fait et aussi la gamification qui est derrière aussi? Alors, comment l'application fonctionne? Donc, vous ouvrez l'application, vous scannez le code barre d'un produit. Si le produit est déjà référencé dans notre base de données, ça vous donne directement la fiche produit. Si le produit n'est pas référencé dans notre base de données, ça vous invite à saisir une demande en fait de test. Donc ensuite, nous, la demande de test, on la reçoit. On a un tableau de bord, on a un dashboard qu'on appelle un tableau de bord. Donc, on peut justement recevoir toutes les demandes de test de produits. Aujourd'hui, il y en a plus de 3000. Ce sont pas encore près d'eux d'ailleurs. Et ensuite, c'est Benjamin et moi qui rentrons les produits en faisant l'analyse avec toute ma bibliologie qu'ils connaissaient. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller rechercher toutes les infos. Bon, soit il y a des marques, c'est très facile. Nutrimus, Nutricure, etc. C'est des marques qui mettent en ligne tous leurs certificats, qui ont une très bonne transparence en fait des informations. Donc, c'est un petit peu du pain béni pour aller chercher ce genre d'informations. Et puis après, il y a d'autres marques que tu l'en fais entre guillemets, comme MyProtein ou des choses comme ça, où là, il y a zéro info. Donc là, il faut aller les chercher. Et après, ce qui est bien, c'est que comme on a un ingénieur agronome avec nous, où ils ont connaissance de toutes les filières, toutes les sources d'approvisionnement, etc. Donc c'est très facile en fait de faire l'analyse derrière. Parce que avant, on sait d'où aller chercher telle ou telle information.
Voilà. Et donc ensuite, une fois que le produit est testé, il est automatiquement ajouté dans la base de données. Et donc les utilisateurs reçoivent une notification en disant votre produit a été ajouté pour de voir le résultat. Et dans l'application ensuite, ça vous donne l'opportunité d'avoir tous les produits similaires, toutes marques confondues. Vous avez aussi accès à toute une pub promo puisque je l'ai dit, on est affilié avec une quinzaine de marques. On a des codes pro permanents qui vous permettent de me choisir. Et ça vous permet aussi, si vous voulez, d'avoir accès à un abonnement premium pour essayer d'améliorer vos connaissances. Et le mois dernier, c'était justement un Rammer Concept 2 qu'on faisait gagner. Donc, il y a eu un petit succès sur ce lot-là. Et voilà, ça vous permet en tout cas de vous acculturer, et d'améliorer de manière un peu pédagogique et sympa, en tout cas avec de la qualification, vos connaissances sur la nutrition. Donc en gros, les gens ils sont encouragés à utiliser l'application et en apprendre plus sur ce qu'ils consomment. Et avec ça, tu peux engranger des points et après il y a des challenges, c'est ça? Exactement. En fait, c'est assez rentable. C'est-à-dire que si tu prends l'abonnement premium, c'est 5 euros par mois. C'est un peu moins, c'est 4,99. Si tu prends l'abonnement premium, tu peux avoir pratiquement en jouant une fois tous les jours l'opportunité d'avoir des codes promo tous les mois, etc. pour payer tes compléments alimentaires moins cher. Donc, c'est tout bénef. Vous avez quoi comme, je sais pas si tu peux nous teaser les challenges qui arrivent dans les mois qui viennent ou des choses que vous voudriez mettre en place à ce niveau-là? Bah, c'est souvent des marques. On fait aussi des gros lots avec, autant qu'on a fait avec vous, avec Incept, Faron et pour Rammer. Là, en ce moment, c'est Unae, qui est une marque, un laboratoire français très connu sur les compléments alimentaires. Après, c'est des marques en général de compléments alimentaires qui font partie de notre consortium. Donc voilà, chaque mois, vous avez la possibilité de gagner des lots assez sympas. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans les mois et les années qui viennent via l'application, la communauté de manière un petit peu plus large sur l'évolution des pratiques, la manière dont les gens s'informent, etc. Alors, nous, un des objectifs principaux, c'est de devenir la base de référence nationale des compléments alimentaires. Et on aimerait aussi avoir une accroche sur le volet institutionnel, c'est-à-dire essayer d'avoir justement un partenariat, en tout cas, ou un lien avec les collectivités, et que ce soit l'État ou les collectivités territoriales, ou certains organismes même de recherche, pour que notamment soit, comment dire, labellisé en tout cas d'intérêt public. On a commencé un peu à le faire avec, pour ceux qui connaissent sur les fiches Probi, il y a le Nodopage, c'est un petit logo. Mais voilà, on a parlé en tout cas avec l'association française de lutte antidopage. Voilà, où l'idée, ça serait de faire quelque chose avec eux pour justement leur faire comprendre que tous les produits qui sont sur notre base de données seront certifiés aussi conformes antidopage. Et donc, ça apportera justement de la connaissance et de la clé de lecture aux consommateurs dans le cadre d'une complémentation dans le cadre de sa pratique sportive. Ouais, c'est intéressant, comme tu as dit, le fait d'élargir et de faire que ce soit peut-être congruent, aligné avec des entités qui forcément ont un intérêt à ce que les gens s'informent mieux, dans la majorité des cas. Et pour que, comme une fois, les gens qui utilisent l'application puissent s'aligner avec tout ça et qu'en gros, tu aies toutes les informations à un endroit, quoi. Aujourd'hui, si tu pouvais claquer des doigts et faire un changement sur que ce soit l'application, les process, les connexions que vous avez, ce serait quoi? Ouais, c'est dur comme question parce que l'application, elle est récente. Elle a été lancée en fin 2024. Honnêtement, sur ce genre d'application, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut laisser vraiment du temps à l'exploitation en fait, du dispositif. On fera un bilan déjà sur la première année d'exploitation et après, on verra bien ce que fera. Et si tu as une requête auprès des utilisateurs qui nous écoutent aujourd'hui, aux futurs utilisateurs, par rapport que ce soit du feedback qu'ils vous donnent ou autre, qu'est-ce que tu leur dirais et en quoi tu les encouragerais à faire? Déjà de la télécharger. Et après, il y a Roquin. Justement, nous, notre force, c'est en fait, c'est une application qui est censée évoluer en fait, avec les retours utilisateurs. Parce que je disais à ta femme, en fait, c'est une application qui a été faite en co-design d'expérience.
C'est-à-dire que ça a été fait par les utilisateurs, pour les utilisateurs, avec toute une itération du maquettage, etc. Et donc l'idée, c'est d'interroger justement les utilisateurs régulièrement pour savoir ce qui ne va pas, comment ça pourrait être amélioré, etc. pour qu'on fasse ensuite les ajustements techniques nécessaires. Donc bien évidemment que en fait, il faut la télécharger et faire dire tout ce qui va, tout ce qui ne va pas surtout. Parce que c'est comme ça en fait que le PV expositif s'améliorera et c'est comme ça ensuite qu'on n'arrive pas à proposer quelque chose de vraiment nous quali. Et tu as dit que vous cherchez forcément à établir des connexions avec de grandes institutions qui vont vous permettre de vous établir par rapport à toutes ces références. Si tu avais un appel à faire ou des gens qui nous écoutent qui travaillent dans ces institutions, où est-ce que vous voudriez avoir une accroche ou avoir un contact qui vous permettrait justement de commencer à élargir votre champ d'action? Pour l'instant, mon premier lieu, ça serait l'association de lutte antidopage. Ça serait l'association française de lutte antidopage. Ça serait un bon point d'accroche pour commencer là. Parce que c'est en lien direct avec le sport. Parce que c'est quelque chose qui pourrait être valorisé ensuite en termes au niveau des institutions, par exemple les comités olympiques, les fédérations de tous les sports, etc. Et c'est quelque chose qui permettrait aussi de faire découvrir via l'application, vers la complémentation alimentaire. Ça permettrait de démocratiser justement cette approche-là. Ça permet le fait d'acculturer les gens à justement tous ces compléments. Et c'est vraiment, pour moi, en tout cas, le principal objectif de cette année. Hugo, merci beaucoup pour cet échange. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Donc, avant toute chose, les gens qui écoutent ce podcast ou qui le regardent, allez télécharger l'application. On mettra le lien dans la description. Elle est gratuite et on vous encourage à l'utiliser et encore une fois à vous informer. Et encore une fois, comme on l'a dit, peut-être même gagner des lots, des cadeaux, etc. si on l'utilise fréquemment. Merci encore une fois pour cet échange. Merci chérie. Merci à toi. Et je pense pour les personnes qui écoutent ce podcast et envie d'écouter le podcast entier, on peut visiter Upside Strength et écouter le podcast là-bas. Super. Merci beaucoup Hugo. Si. Merci. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi, je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.